Bonjour, je vais vous parler d'Amélie Bory-Sorel, une femme artiste qui a changé les paradigmes, puisque c'est de cela qu'on parle, la façon dont on peut, par son œuvre, changer la façon de penser d'une époque. Or, ça n'a l'air de rien, mais être artiste pour une femme, à la fin du XIXe siècle, c'est quelque chose de tout à fait étrange et incongru. Ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est au fond pour un artiste homme de prendre comme sujet de peinture les femmes et les représenter et les transformer à sa guise en héroïnes, prostituées, bourgeoises, un peu rêveuses. C'est ce qui se passe en temps normal. Mais les femmes vont vouloir prendre leur destin en main et devenir artistes. Et c'est un parcours semé d'embûches, parce que l'enseignement artistique leur est fermé. L'école des beaux-arts en particulier n'accueille les femmes qu'à partir de 1897 et encore ne les accueille à plein titre qu'en 1903 en leur permettant d'assister aux concours et de faire toute une scolarité. Et d'ailleurs, preuve que ce n'est pas évident, c'est que quand les femmes vont avoir le droit d'accéder à l'école des beaux-arts, les hommes, élèves dans cette école, vont manifester au cri de « à bas les femmes ». Donc Amélie Bory-Sorel, elle est le produit de cette époque et elle va devoir chercher une école privée pour apprendre l'art. Et elle va aller à l'école Julian, l'Académie Julian, qui souvent prend des élèves étrangères du monde entier qui vont vouloir s'imposer à Paris, qui est la capitale internationale de l'art. Elle va y connaître plusieurs femmes, dont certaines vont devenir assez connues parce qu'elles ont écrit des mémoires en particulier, comme Marie Bakhtir-Cheff, qui parlera d'elle d'ailleurs. Et donc, on est dans un contexte où il faut se battre pour exister. Et donc Bory-Sorel va devoir, elle va d'abord sortir de cette école, et puis elle va petit à petit exposer dans les salons. Elle commence en 1874, qui est l'année qui voit les impressionnistes sortir du système officiel des salons, parce que le salon, c'est en fait l'exposition annuelle où on est sélectionné et où on présente une ou plusieurs œuvres. Et elle va devenir un peu plus célèbre à partir de 1880. On connaît assez peu sa vie. On sait qu'elle épouse Rodolphe Julian, qui est le directeur de cette fameuse Académie Julian. Mais elle ne se contente pas d'être la femme d'eux. Elle va vraiment avoir une personnalité artistique et aussi une personnalité d'enseignante, puisqu'elle va d'abord prendre en main l'école, la classe des femmes, et ensuite elle va diriger carrément l'école jusqu'à sa mort en 1924. Donc cette artiste, on l'aperçoit mieux en fait à travers ses œuvres, parce qu'elle ne s'est jamais exprimée publiquement, politiquement, sur son art. Donc, je vais vous montrer les 3 œuvres qui sont conservées au musée des Augustins. Et d'abord, la plus célèbre, Dans le bleu. Dans le bleu, alors c'est un titre qui évoque un peu le blues, qui évoque un peu la mélancolie. Et au fond, c'est un tableau qui ne représente rien de spécial à première vue, une femme rêveuse. Mais quand on regarde un peu plus attentivement, on analyse plusieurs choses. D'abord, les volutes de fumée, c'est qu'il y a une cigarette. Ensuite, il y a une tasse de café. Or, la cigarette et le café, ce sont vraiment des passe-temps masculins. D'ailleurs, une femme bien née ne peut pas se présenter dans un café. Ce n'est pas possible. Un bistrot, c'est un lieu fermé aux femmes à cette époque. Et puis surtout, cette femme, elle ne fait rien de spécial. Elle rêvasse, elle attend, elle est dans son monde. Et ça, c'est particulier, c'est de faire de cette simple vision, un véritable tableau. Ça, c'est nouveau. Et ça rappelle un peu les mots de Virginia Woolf, qui, dans une chambre à soi, a dit que la femme artiste, la femme écrivain, devait se créer un monde à elle, avec son espace et surtout le temps pour créer. Le temps est essentiel, et dans ce tableau, on est face à une question du temps. On est un regard de femme qui est plongé sur une autre femme qui prend son temps, qui est dans son monde. Et ce pastel a été donné par Alphonse de Rothschild, qui était finalement de la célèbre famille des banquiers Rothschild, mais qui l'a fait comme un encouragement pour que cette œuvre entre dans un musée dès l'année de sa création, en 1894. Quelques années plus tard, 1899,
Amélie Boris-Sorel reprend le même thème, le même personnage, et cette fois, dans un format portrait, on retrouve exactement les mêmes symboles, les mêmes marqueurs, la tasse de café, la cigarette, dans un style beaucoup plus esquissé, beaucoup plus fusain. Il n'y a que 2 taches de couleur, l'une qu'on voit bien, qui est la violette, l'autre qu'on ne voit pas sur cette reproduction, mais qui est la touche de braise de la cigarette. Donc, même chose sur le contexte. Ce qu'il y a, c'est que quand on reconnaît cette femme, on l'identifie aux photos qu'on connaît d'Amélie Boris-Sorel, et il s'agit bien d'un autoportrait. Donc, il y a vraiment une volonté de se mettre en scène de manière un peu militante, de manière un peu revendicatrice, et de dire, voilà, j'existe, je suis une personne, je suis une femme artiste, je me présente devant vous, j'ai le talent, et je veux être moi-même le sujet de mon tableau. Et c'est en ça que l'œuvre est moderne. Elle n'est pas moderne comme peuvent l'être les impressionnistes qui vont découvrir une autre façon d'appliquer les touches. Elle est moderne par son sujet, par sa façon de montrer, comme le voulait Charles Baudelaire, qui était critique d'art en même temps que poète, de montrer la peinture de la vie moderne. Là, on a affaire à une vision assez sensible du temps, elle capte l'esprit du temps, et elle est moderne, et elle montre finalement cette simple femme qui prend le temps d'être elle-même. Le nu est évidemment un enjeu particulier, et dans cette académie de femmes, Boris-Sorel va vraiment traiter le nu de manière originale. Alors qu'est-ce que le nu ? Le nu, c'est la base de l'enseignement académique. On commence souvent par dessiner des statues antiques, puis après on dessine devant des modèles nus. Modèles nus hommes et femmes, mais les modèles nus femmes ont très mauvaise réputation. Elles sont considérées comme les actrices d'ailleurs de l'époque, presque comme des prostituées. Et les artistes hommes vont abuser et profiter de ces femmes. La nudité, à cette époque, on est à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, elle n'est que tolérée, disons, et elle est tolérée dans certains contextes. C'est-à-dire que quand on est dans la mythologie, dans l'histoire grecque, romaine, c'est tellement ancien qu'on peut imaginer les dieux grecs nus. Quand on veut montrer une scène de la vie moderne, la nudité n'est pas acceptée parce qu'elle met en danger la société. On se souvient de l'Olympia de Manet qui a fait scandale, justement pour avoir montré le nu dans le moderne, alors qu'une Vénus comme celle de Cabanel peut être montrée, même si elle est infiniment peut-être plus impudique que toutes les œuvres contemporaines. Mais ici, il n'y a rien d'impudique, c'est vraiment une femme artiste qui se penche sur une autre femme modèle et va la montrer de manière tout à fait naturelle, sans jugement, avec un regard neutre, avec une certaine empathie, certes, mais elle va surtout montrer que derrière un nu, il y a une personnalité, il y a une femme, il y a quelqu'un qui incarne vraiment cette personne. Donc ce n'est pas du tout un nu fait pour exciter l'imagination. C'est un nu qui est composé quand même. On voit que cette femme s'appuie à une branche, qu'elle a un drapé. Donc il y a tout le côté étude. Ça permet à l'artiste de bien étudier l'anatomie, qui est quand même la base de l'enseignement. Mais ensuite, elle fait une œuvre d'art, parce que c'est quand même un tableau assez grand et assez fort. D'ailleurs, il faut aussi penser que, et on a vu des portraits, qu'à cette époque, la photographie est en train de s'imposer. Donc, quand on choisit de représenter la personne humaine, non pas par la photographie, mais par la peinture, alors qu'on pourrait très bien faire appel à un photographe, c'est un choix. C'est un choix, soit qu'on veut donner encore plus de statut, d'importance à la personne, soit au contraire, qu'on veut travailler avec encore plus de liberté. Et la peinture permet cette liberté. Donc voilà, il faut pas oublier que la peinture est un choix à cette époque. Donc ces 3 tableaux-là sont en fait des pastels. Les pastels, c'est une technique, on dit souvent les femmes vont faire des choses petites, des aquarelles, des pastels, mais ces pastels-là, d'abord c'est une belle technique, une technique difficile à manier avec un crayon gras. Et ensuite, ce sont des œuvres très monumentales. Elles ont un format presque grandeur nature, 1,50 m ou plus, selon les dimensions des œuvres. Et donc, il y a beaucoup d'ambition.
Ce ne sont pas des petites œuvres, ce sont des œuvres fortes, des œuvres qui frappent l'imagination quand on les voit. Alors on pourrait se demander, face à ces œuvres, face à quand même la qualité de l'artiste, pourquoi elle n'est pas plus connue ? Elle n'est pas plus connue pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y avait pas beaucoup de femmes artistes dans l'histoire ancienne, donc elles sont peu nombreuses, on ne s'intéressait pas tellement à elles. Ça ne fait que quelques années qu'on s'y intéresse vraiment. Ensuite, et ça c'est le mauvais côté de la célébrité, c'est le côté people, c'est-à-dire qu'on accepte les femmes artistes quand elles ont souffert, quand elles portent les stigmates de leur vie douloureuse. Frida Kahlo, Camille Claudel, Artemisia Gentileschi, ce sont des femmes qui ont souffert et qui ont souffert de la part des hommes. On n'a rien de ça pour Amélie Boris-Sorel. Comme je vous l'ai dit, on connaît peu sa vie. Elle semble avoir été heureuse avec son mari. Et donc, du coup, il n'y a pas cet aspect-là. Il n'y a que ses œuvres pour revendiquer cette cause féminine. Donc ça, c'est un aspect possible du fait qu'elle ne soit pas connue. Ensuite, elle n'a pas une grande cote sur le marché de l'art, elle n'a peut-être pas produit énormément, il y a peu d'œuvres dans les musées. Quand j'ai eu à acheter ces œuvres, elles n'ont pas coûté très très cher finalement au musée des Augustins, 15 000 et 18 000. Et finalement, on peut se constituer une collection de cet artiste de manière assez raisonnable. Et le musée des Augustins est un musée qui a de très nombreux chefs-d'œuvre d'artistes femmes qui pourraient vraiment en faire un axe de ses collections. Et le musée est fermé à l'heure actuelle, mais en tout cas, les œuvres, quand elles sont présentées au public, le public réagit très favorablement. Il est extrêmement sensibilisé à cet artiste. Et je pense que chacun ressent une véritable émotion et ressent une forme d'appropriation devant les qualités de ces pastels. Donc j'espère que vous les découvrirez un jour, quand le musée rouvrira après les travaux. Et en tout cas, Dans le bleu est une œuvre vraiment très frappante et qui, je pense, va vous impressionner. Vous allez vous imprégner de ses qualités et entrer vraiment dans l'esprit d'une femme artiste de la fin du XIXe siècle. Je vous remercie.